Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. C'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, l'année 2022 aura réservé des surprises en matière de politique monétaire jusqu'au bout ou quasiment, avec une décision inattendue de la Banque du Japon. La Bank of Japan bouge. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut écrire que la Banque du Japon a décidé de quelque chose de nouveau en matière de politique monétaire. Ça fait 20 ans et plus que la Banque du Japon maintient un niveau d'assouplissement monétaire et quantitatif extraordinaire dans le monde des banques centrales. La Banque du Japon a décidé de modifier sa politique de contrôle de la courbe des taux avec une bande de fluctuation élargie à 50 points de base contre 25 points de base précédemment. Les taux longs à 10 ans japonais peuvent désormais varier entre moins 0,5 et plus 0,5%. Et d'ailleurs, le marché ne s'est pas privé de s'ajuster après cette décision surprenante de la Banque du Japon. On a vu donc les taux longs japonais remonter de 20 points de base. Ça paraît rien, mais pour des taux qui restent à zéro avec des taux négatifs encore, rappelons-le, directeur au Japon, c'est un mouvement assez spectaculaire et puis surtout un mouvement très spectaculaire sur le yen japonais qui se renforce de plus de 3% contre dollar. Aujourd'hui, on est à moins de 133 yens contre dollar désormais sur la devise japonaise. Pour autant, Haruhiko Kuroda, encore gouverneur de la Banque du Japon, indique qu'il ne s'agit pas d'une hausse de taux, c'est un ajustement qui est destiné à garantir le bon fonctionnement du marché obligataire japonais, un marché évidemment qui est détruit entre guillemets par la politique de la Banque du Japon depuis des années maintenant. Notez qu'au mois d'octobre 2022, pendant 4 jours, 4 séances de trading, il n'y a eu aucune obligation japonaise traitée sur un marché qui se compte en trillions de dollars. Évidemment, c'est un marché qui connaît sans doute des dysfonctionnements importants, d'où cette décision de la Banque du Japon aujourd'hui qui n'est pas sans répercussions sur le reste des marchés. On a vu les taux longs obligataires américains, européens remonter dans le sillage des taux japonais. Du côté des actions, on est toujours sur une logique de retracement en Europe notamment depuis un peu plus d'une semaine maintenant, avec des cibles importantes qui ont été atteintes sur le CAC 40 en ce début de séance, entre 6370 et 6390 points. Le CAC 40 qui se stabilise pour l'instant à mi-séance en petite baisse autour de 6450 points. Et puis dans cette demi-heure, nous évoquerons précisément la sphère émergente. Beaucoup de vents contraires pour les marchés émergents globaux au terme de cette année 2022. Ces vents sont peut-être en train de tourner dans la perspective de 2023. Nous en parlons avec les spécialistes de Gemway Assets et son président Bruno Vanier qui sera avec nous en plateau pendant cette émission. Mais d'abord, les dernières surprises au quiche de l'année sur le front des banques centrales. Nous en parlons avec Arnaud Faller, avec nous par téléphone, directeur des investissements de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Arnaud. C'est pas tous les jours dans la vie des marchés ou dans la vie des investisseurs qu'on peut écrire que la Banque du Japon fait quelque chose, bouge. C'était le cas la nuit dernière avec une décision effectivement d'ajuster sa politique de contrôle de la courbe des taux. Pourquoi c'est une surprise Arnaud et quelles sont les implications, les réflexions que cette décision inattendue de la Banque du Japon en cette fin d'année 2022 soulève pour les investisseurs? Effectivement, c'était une belle surprise. En plus, dans un moment où la liquidité est plus faible, évidemment, le 20 décembre, c'est pas le moment où les marchés sont qu'on bénéficie de plus de volume. Cet ajustement du contrôle de la courbe des taux est assez étrange parce que les arguments avancés par la Banque centrale du Japon, c'est formation plus fluide de l'ensemble de la courbe des taux. Bon, il faut se rappeler que c'était depuis 2016 qu'il y avait ces mécanismes-là. Et 2, faciliter la transmission de la politique monétaire. À la limite, s'il fallait faire quelque chose, c'était peut-être beaucoup plus sur les taux courts que les taux longs. Mais bon, c'est assez étrange. Au passage, d'ailleurs, à noter que même si donc ils ont augmenté la fourchette de fluctuation, comme vous l'avez dit, à plus ou moins 0,50,
ils ont décidé d'augmenter le montant des achats de dettes d'État en passant à 9 000 milliards de yens plutôt que 7 300. Donc on augmente la marge de fluctuation, mais en même temps, on augmente les achats. Ça fait un peu opposé, c'est assez étrange. Il nous semble qu'une des vraies raisons, évidemment, on peut le mentionner comme ça de manière ouvertement, pas la Banque centrale, mais c'est qu'ils voulaient accompagner la reprise sur le yen après la très grande descente qu'on a connue en 2022. Et effectivement, c'est une des premières réactions sur le marché ce matin, c'est l'appréciation du yen à plus de 3%. Donc sous les 133 face au dollar, et évidemment le même ordre de grandeur face à l'euro. Pour vous, c'est l'objectif premier de cette décision, Arnaud? Il nous semble que oui, parce que franchement, la facilité de la transmission de la politique monétaire, c'était pas forcément un besoin immédiat sur le marché japonais. Donc effectivement, il nous semble que c'est le yen qui était visé, mais au moment où les marchés se ferment, c'est les banquiers centraux qui ne se préoccupent pas tout de suite des réactions de marché, c'est assez étrange. Bon, et puis, alors, cette surprise de la Banque du Japon, elle vient pas seule en cette fin d'année 2022. La BCE aussi, d'une certaine manière, Arnaud, a délivré une surprise au quiche, pas dans la hausse de taux de 50 points de base qui a été délivrée au cours de la réunion du mois de décembre, la semaine dernière, mais dans le discours et dans le signal politique qui est envoyé par Christine Lagarde dans le sillage de cette hausse de 50 points de base. Oui, il faut rappeler qu'elle a évoqué, non pas évidemment la première décision de remonter les taux de 50 points de base, mais d'une série de hausses de 50 points de base à venir, donc peut-être 2, peut-être 3, sans être data dépendante, sans dépendre des prochains chiffres, que ça soit de croissance ou d'inflation. C'est assez étonnant. D'habitude, les banquiers centraux, en l'occurrence la Fed, est plutôt annoncé qu'elle était devenue data dépendante. Là, on a l'impression que peu importe les données sur le front de l'inflation, même si elles sont plus faibles, relativement plus faibles, et bien de toute façon, ils veulent garder un cap très très au quiche, comme vous l'avez mentionné. C'est vrai que ce qui est marquant, c'est que d'habitude, les banquiers centraux n'aiment pas prendre les marchés par surprise. C'est-à-dire que ce qu'ils font, c'est que entre deux réunions, il y a des interventions ou des prises de parole en intermeeting qui font que à la fin, ils annoncent plutôt la couleur, ils préparent les marchés. Et à l'image de la Fed, encore une fois, quand la Fed a remonté les taux de 50 points de base et donc a passé d'un rythme de 75 à 50, eh bien les variations sur le marché de taux, voire d'actions sur la news, ont été très timorées. Là, on a eu, rappelez-vous la journée de la BCE, on a eu des taux euros qui montaient de 20 points de base, alors même d'ailleurs que les taux américains baissaient de 2. C'est des journées comme on n'avait jamais vu dans l'histoire, une telle divergence sur les taux longs qui d'habitude sont assez corrélés. Là, c'est assez étonnant. Il faut juste se rappeler aussi que la BCE a d'ailleurs expliqué aussi qu'elle allait aussi réduire la taille de son bilan, donc à partir de mars jusqu'en juillet, en ne réinvestissant pas les tombées à hauteur de la moitié. En gros, ça fait 15 milliards par mois. Mais ils évoquent le fait qu'ils accéléreraient en juillet, donc encore plus non seulement hausse des taux, mais aussi des réductions de taille du bilan. Donc, un peu une grande surprise côté BCE et BOJ, et en revanche, un balisage du chemin bien plus clair côté Fed, avec, même s'ils sont data dépendantes, ils évoquent la possibilité de ralentir le montant de hausse des taux. Revenir à 25, comme traditionnellement. Oui, bien sûr. Exactement. Oui, mais probablement passer à 25 en février-mars. Cette communication de la BCE, cette décision de la Banque du Japon, coup sur coup, en une semaine, en cette fin d'année 2022, ça sape un petit peu l'idée quand même que le pic hawkishness global est passé, Arnaud. En tout cas, peut-être ça acte aussi le fait que, de part et d'autre de l'Atlantique, on ne va pas être aligné. Parce que, clairement, côté Fed, encore une fois, on pense que, en tout cas, dans notre scénario central, le pivot il est plutôt confirmé. En revanche, côté BCE, et puis donc on le voit ce matin, côté BOJ, c'est sûr que les prochaines mesures risquaient d'être encore à la fermeture, à des mesures à l'inverse de l'assouplissement qu'on a connu depuis quelques années.
Bon, effectivement, là, en termes de scénario de marché, sur la visibilité qu'on peut avoir, hein, les scénarios tactiques que vous mettez à jour chaque mois, chaque mois pour les 3 mois suivants, Arnaud, comment est-ce que vous voyez le début d'année se profiler en termes de schéma et de scénario de marché? Alors, notre scénario central, alors qu'il y a une probabilité de 55%, donc c'est effectivement centré autour d'un pivot de la Fed qui serait confirmé, permettant au taux long américain de baisser un peu, au taux long européen de se stabiliser et aux bourses européennes ou américaines de progresser encore. Au passage, on verrait le dollar baisser un peu face à l'euro autour de 1,10. Et on aurait les émergents qui pourraient tirer leur épingle du jeu dans ce scénario-là. Et le point important, c'est que les scénarios adverses, donc de part et d'autre, on en a 3 en tout, c'est finalement le scénario le plus probable pour nous du côté adverse, c'est plutôt une crainte de récession sévère qu'on probabilise à 25%, qu'un scénario centré encore une fois sur l'inflation qu'on a probabilisé à 20%. C'est-à-dire que le risque adverse, il est encore plus fort du côté crainte de récession sévère. On le voit, les chiffres américains de croissance macro ralentir quand même nettement, que ce soit la consommation. On voit l'immobilier américain qui flanche très nettement à l'image des chiffres de sentiment de confiance publiés il y a quelques jours, où on a des niveaux au même niveau que juin 2012, hors Covid. Donc, auquel cas, dans ce scénario alternatif, on verrait les taux longs américains rebaisser et les bourses baisser pour des raisons évidemment de révision en baisse nette des profits. Alors, on n'oublie pas la persistance de l'inflation, parce qu'on voit bien que c'est ce qui entraîne un peu la BCE, mais c'est plus centré sur BCE que sur Fed, parce qu'on a le CPI, l'indice de consommation, l'indice d'inflation à la consommation aux États-Unis, on le voit rebaisser encore un peu, d'autant plus que la partie logement pourrait aussi cette fois-ci entraîner à la baisse ce chiffre-là. Mais dans ce scénario-là, on aurait encore le maintien d'une crise énergétique qui ferait que l'inflation absolue serait très forte et entraînant la BCE dans une cible au-delà de 3,25, 3,5. Et dans ce cas-là, on aurait les taux longs euros qui seraient les perdants de l'histoire. Donc, un scénario central positif, que ce soit le monde obligataire ou le monde action, mais 2 scénarios adverses négatifs sur les actions, mais pas forcément sur le côté obligataire, puisque évidemment on aurait en cas de crainte de récession sévère peu de mouvement ce qu'on appelle le flight to quality, un mouvement qu'on n'a pas connu depuis pas mal de temps, parce que à l'origine de la baisse du marché obligataire, c'était évidemment les mesures prises par les banquiers centraux pour lutter contre l'inflation. Au final, comment est-ce que ça se traduit en matière d'allocation? Donc, si je comprends bien, c'est que dans plusieurs scénarios, il faut avoir de l'obligataire aujourd'hui, Arnaud. Alors, et dans au moins 2 scénarios sur 3, vous avez compris, donc à 80%, il faut avoir notamment des obligations américaines, où là, encore une fois, la lisibilité est plus claire. Donc, dans les portefeuilles, c'est la classe d'actifs qu'on privilégie aujourd'hui. Sur les taux euros, il faut peut-être avoir une position d'attente, parce qu'effectivement, il faut quand même, si on a une série de hausses des taux de la part de la BCE, ça serait un peu compliqué à court terme, même si on est persuadé que les anticipations de rebond de 2024 vont être challengées par le marché au cours de l'année 2023, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr, encore une fois, qu'on remonte en V. Et ensuite, du côté action, on garde les pays développés, mais avec des stratégies optionnelles de protection. Au passage, on a effectivement, du fait de la stabilisation des taux longs américains, on a augmenté la partie émergente dans les portefeuilles, notamment Asie. Alors, c'est aussi parce qu'on a en tête la rouverture du marché chinois, même si ça sera en plusieurs étapes, on voit bien, puisque sur la politique sanitaire, le front sanitaire, le changement radical entre zéro Covid et quasiment là, on provoque l'immunité collective par des... Ouais, c'est un vrai U-turn, là, c'est pas un pivot en douceur. Non, là, c'était radical. Ouais. Alors, jusqu'au nouvel an chinois de fin janvier, et probablement, ça sera évidemment le nombre de cas qui va exploser, mais après, on risque d'avoir des éclaircies plus nettes et effectivement, dans ce cas-là, plus radicales, auquel cas on peut effectivement revenir sur le marché à cet horizon-là.
Merci beaucoup Arnaud pour cet éclairage de fin d'année. Plus que nécessaire avec cette dernière surprise au quiche de la part d'une banque centrale cette année, et en l'occurrence pas des moindres puisqu'on parle de la Banque du Japon. On aura l'occasion d'y revenir dans l'émission ce soir à 17h, je précise, avec nos invités. Arnaud Faller qui est avec nous par téléphone, directeur général délégué et directeur des investissements de CPR Asset Management. Focalisons-nous à présent sur la sphère émergente. Justement, nous l'évoquions ce sujet juste avant avec Arnaud Faller, mais c'est désormais Bruno Vanier qui est à mes côtés en plateau, président de Gemway Assets. Bonjour Bruno. Bonjour. Merci d'être là, spécialiste de l'investissement dans les marchés émergents, en actions et en obligataires depuis quelques temps désormais. Le Japon n'est pas un pays émergent, évidemment, mais c'est un pays situé dans une zone émergente importante, la zone asiatique. Quel type d'impact est-ce que la décision de la Banque du Japon ce matin peut avoir justement sur l'écosystème asiatique autour du Japon, Bruno? À mon avis, pas du tout négligeable. Donc c'est vraiment quelque chose à regarder dans le détail, dans une perspective vraiment de retournement sur le yen. C'est ça qui me paraît le plus important pour les pays émergents, quoi. Alors on parlera après peut-être du retournement sur le dollar et ce sera vraiment un sujet intéressant et important. Mais sur le yen spécifiquement, on a certains pays asiatiques, notamment la Corée, qui est dans une moindre mesure Taïwan, qui sont des concurrents du Japon, qui ont des industries concurrentes. Et l'évolution du yen est clairement importante pour cette industrie coréenne notamment, quoi. Une hausse du yen, ça donne quelque part un appel d'air pour l'industrie coréenne qui peut revoir de nouveau son won coréen se stabiliser et voir remonter. Rappelons qu'en 2022, c'est une des devises émergentes les plus faibles. On n'avait pas l'habitude de ça quand même. On pensait plutôt que c'était l'Afrique du Sud, le Brésil. Mais non, c'était la Corée qui avait la devise la plus faible. Faible notamment par nécessité, parce qu'à côté de ça, il y avait un yen effectivement qui offrait une concurrence presque déloyale d'une certaine manière. Déloyale peut-être non, pas, mais en tout cas une concurrence exacerbée. Exacerbée, comme vous le dites. Donc, un retournement sur le yen, c'est quelque chose vraiment pour moi, très positif pour la Corée, quoi, et pour le won. Donc, bien sûr, à regarder dans le détail, quoi. Bon, ce retournement du yen, spectaculaire aujourd'hui, puisque le yen se renforce de plus de 3% contre dollar, il vient en plus de l'idée d'un pic dollar. Est-ce que c'est la grande idée de cette fin d'année 2022 quand on réfléchit au marché émergent justement pour 2023, Bruno? Alors c'est effectivement un sujet extrêmement important parce que globalement on le voit dans le passé, on a une corrélation négative assez forte entre la hausse du dollar ou les mouvements sur le dollar et la performance des marchés émergents. On se voit qu'une hausse du dollar, c'est quand même quelque chose de compliqué, quoi. Si on a un retournement, et de fait, on a un retournement depuis le pic du dollar qui était fin septembre à peu près, quoi. Alors, qui est quand même positif, émergent. Alors, pour que le dollar se retourne, il faut quand même que les deux grosses monnaies, entre guillemets, en face fassent quelque chose de différent. L'euro, bien sûr, et le yen. On vient de parler du yen. Sur l'euro, alors on voit bien que la politique monétaire, ou la différence de politique monétaire entre la politique monétaire américaine, qui a fait le job, entre guillemets, qui a été plutôt très restrictive, qui l'est... peut-être un peu moins dans une perspective 12 mois. Quoi. En revanche, en Europe, non, on n'a pas fait tout à fait le job encore. Quoi. Et les commentaires de la semaine passée sur la politique monétaire de la BCE, a une tendance à pousser une politique monétaire plus restrictive en Europe, en momentum en tout cas. Ça, c'est positif euro. Quoi, la BCE sera plus hawkish que la Fed en 2023, sur la séquence de 2023. Exact. Donc, ça plaide aussi en défaveur du dollar. Alors, vis-à-vis des monnaies émergentes, rappelons que certaines monnaies émergentes sont des paniers quelque part, notamment le renminbi chinois. Si le dollar baisse par rapport à l'euro, et par rapport au yen, il y a de fortes chances qu'il baisse dans une certaine mesure par rapport au yuan chinois.
On a parlé du won coréen tout à l'heure, du NT dollar. Donc oui, effectivement, il y a un cas pour que les devises émergentes se renchérissent par rapport au dollar. Ce serait peut-être moins le cas de certaines devises comme le réal brésilien, par exemple, qui a eu un très beau parcours déjà, parce que la politique monétaire était très en avance. Et donc là, on a une sorte de corrélation particulière qui pourrait se traduire par une petite faiblesse du réal sur les 12 prochains mois. Encore que le différentiel de taux est tel aujourd'hui. Rappelons que les taux brésiliens sont à 13,75%. Avec une inflation qui est plutôt à la baisse, donc des taux réels extrêmement élevés, quoi. Donc aller shorter le réal, c'est pas forcément une chose simple aujourd'hui, quoi. C'est pas forcément le trade principal pour l'instant. Alors, évoquons peut-être l'éléphant dans la pièce, comme toujours quand on parle des émergents. C'est la Chine. Oui. La Chine qui est vue comme une carte joker un peu pour 2023 pour les grands investisseurs globaux et les grands allocataires. Comment vous réfléchissez à cette séquence de réouverture sanitaire qui va vite? Beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait imaginer, y compris à l'issue du 20e congrès du Parti communiste chinois. Et comment, en tant qu'investisseur, est-ce que vous estimez qu'on peut y participer? Comment participer sur le plan de l'investissement à cette réouverture? Nous, on estime qu'effectivement, on croit beaucoup à cette politique totale Covid, qui est très très rapide. On estime même que le pic de contagion est derrière nous déjà, notamment dans des villes comme Pékin, quoi. On a une majorité de cas. Alors bien sûr les chiffres difficiles puisqu'ils sont plus communiqués, et même s'ils étaient communiqués, il faudrait de toute façon les prendre avec beaucoup de pincettes. On regarde quand même tant que faire se peut les hospitalisations pour voir s'il y a vraiment une tension très forte à ce niveau-là. Ça semble pas être le cas, mais je dis ça avec beaucoup de pincettes parce que je suis pas sûr qu'on ait toutes les informations. L'arrivée d'un vaccin efficace, ce serait quand même une très très bonne nouvelle. On sent bien que le momentum de vaccination, 3e dose pour les personnes les plus âgées, est clairement en accélération. Donc il y a des choses qui se font là. Ce serait pas étonnant qu'on ait des nouvelles positives dans les semaines à venir. Mais tout porte à croire que post-Nouvel An chinois, c'est-à-dire à partir après février, on soit plutôt sur une pente descendante de Covid, et donc une réouverture qui va aller encore plus vite sans doute que ce qu'on estime. Donc on aura une activité économique, notamment au niveau de la consommation, qui va rebondir à partir du second trimestre 2023 et qui va durer bien sûr quelques trimestres. Alors peut-être pas plusieurs années bien sûr, mais en tout cas plusieurs trimestres. Donc on a un momentum économique qui devrait être très bon pour la Chine sur 2023, quoi. Et c'est l'angle du consommateur chinois qui vous intéresse spécifiquement là pour ces prochains mois, prochains trimestres? Absolument. C'est là, on voit bien même dans les mesures annoncées qui sont encore pas des mesures encore très très importantes par les autorités chinoises, une volonté de stabiliser notamment l'immobilier chinois, parce que ça c'est un effet très négatif sur le moral des consommateurs, des ménages chinois. Si on stabilise, on pourra bien sûr stabiliser ce moral et permettre une relance avec une réouverture qui sera totale, à mon avis, à partir du second trimestre. Donc la consommation, c'est l'angle effectivement de choix. N'oublions pas surtout de dire quand même que les Chinois sont dans un monde Covid depuis 3 ans, pas depuis quelques mois. Et justement, dans quel état on le retrouve, le consommateur chinois, après ça, plus l'effondrement du marché immobilier? Alors, il est prudent, il reste prudent parce qu'il n'est pas forcément aidé par les autorités. C'est pas... Non, la Chine n'est pas le welfare state qu'on connaît. Oui. Non, oui. C'est pas encore la prospérité commune totale. Totale, on va dire. Donc, il est prudent, et il a raison d'être prudent. Donc là-dessus, il est de toute façon plutôt logique. Mais néanmoins, on peut quand même s'attendre à une consommation, pas un excès de consommation, mais en tout cas un rattrapage qui rattrape pas simplement quelques mois, mais presque 3 ans quand même. Donc on reste vraiment très confiant sur ce rebond consommation. Et
on peut le jouer, on peut encore le jouer aujourd'hui boursièrement. Alors on a vu que les titres chinois, notamment ceux cotés à Hong Kong, ont bien rebondi post le congrès. Il faut dire qu'ils s'étaient effondrés au mois d'octobre. Donc le rebond, on a l'impression qu'on a des rebonds très, très monumentaux, de l'ordre de 30-40%, mais c'est par rapport au point le plus bas. Si on regarde ça depuis 3 mois, on est encore en baisse. Et des valos à moins de 10. Exactement, quoi. Avec des chiffres qui ont été révisés massivement à la baisse. Alors, on peut dire que l'activité est très mauvaise sans doute encore aujourd'hui, donc le 4e trimestre va être très mauvais, le 1er trimestre sera encore compliqué parce qu'on sera encore dans cette problématique Covid. Mais clairement, on voit bien la feuille de route, la sortie, quoi. Et c'est ça qui est quand même extrêmement positif pour nous. Donc, on a une conviction forte sur le marché chinois, sur les titres de consommation chinois, autant cotés à Hong Kong que ceux qui sont cotés à Shanghai ou Shenzhen. Il faut y aller, il faut être surpondéré sur ces titres. Bon, un pilier pour 2023, la réouverture chinoise et la consommation en Chine. Je voulais qu'on dise un mot de l'Inde, et même d'ailleurs aussi du Brésil. C'est pas la première fois qu'on se projette sur des histoires de long terme sur ces pays, et notamment sur l'Inde. Il y a eu pas mal de faux départs de ce point de vue-là. Mais à nouveau, j'entends des investisseurs et même des entreprises qui considèrent que l'Inde devient un territoire d'investissement, un territoire d'implantation industrielle qui mérite à nouveau d'être considéré, et pas juste pour quelques mois. Quand on parle d'entreprise d'industrie, c'est sur des visions de long terme. Est-ce que vous partagez cette idée de vision long terme constructive qu'on trouve autour de l'Inde aujourd'hui ? Absolument, absolument. Je crois qu'il faut vraiment y croire. D'une part parce que le monde étant un peu plus compliqué aujourd'hui avec beaucoup d'États qui veulent moins commercer à terme avec la Chine. Donc l'Inde est un candidat parfait pour en tout cas remplacer une partie de ces productions faites en Chine. Parce que l'Inde, de ce point de vue-là, est un très bon élève, on va dire. Et on a des aides de l'État, notamment pour éliminer ou réduire des importations indiennes, notamment de Chine, mais aussi pour permettre à ces entreprises, si elles réduisent les importations, elles permettent aussi des exportations. Une politique industrielle proactive, quoi. Proactive. Il y a des aides très claires qui sont distribuées par l'État indien pour ça. Donc ça, c'est évidemment positif pour nous. On a un coût de main-d'œuvre également qui est quand même très, très intéressant. On a besoin de plus de flexibilité, de facilité pour mettre en place ces entreprises, ces investissements. Mais l'État indien est très favorable à ça, avec beaucoup de mesures d'aide, des mesures aussi qu'ils ont prises depuis plusieurs années pour renforcer, j'ai envie de dire, l'aspect structurel de l'Inde. Et ça, on en a peut-être moins parlé, ou on en a parlé à l'époque, mais on n'a pas eu forcément l'effet... On parle des réformes quand elles sont annoncées, on oublie 2-3 ans après de regarder ce que ça a produit comme effet. Et de fait, là, on a quand même des choses extrêmement positives. On a eu une réforme sur les faillites, une réforme sur le secteur immobilier, sur la TVA. Donc, on a aussi une financiarisation beaucoup plus rapide aujourd'hui. Vraiment beaucoup de choses qui permettent notamment des recettes fiscales plus importantes, structurellement plus importantes. Donc ça donne plus de moyens à aux États indiens. Donc clairement, on a ces réformes qui permettent quelque chose qui ressemble à entre 50 et 100 points de base de croissance structurelle en plus par an. J'étais en Inde moi-même il y a quelques jours, et on a rencontré des chefs d'entreprise, des patrons, des directeurs financiers, des banques, d'entreprises industrielles. Clairement, alors, je veux dire, les Indiens sont toujours extrêmement positifs, donc il faut bien sûr un peu faire attention. Mais là, il était positif. Il était plus que d'habitude. Non, c'est pas qu'il était plus, mais il y avait un discours plus crédible quelque part, quoi. Notamment sur l'intérêt de ces réformes. On a aussi rencontré des économistes extrêmement sérieux, bien évidemment, qui vous expliquent de manière assez convaincante pourquoi la croissance indienne peut avoir un point presque de plus que dans le passé. Ah oui, ça change beaucoup de choses. Alors, c'est pas une croissance à la chinoise, rappelez-vous, la croissance de 13-14% nominale, mais c'est plutôt une croissance nominale de l'ordre de 10-12%, avec 5% à peu près d'inflation. On est quand même sur une croissance réelle qui ressemble à peu près à 6-7%.
Moi, ça me va. Ça me paraît vraiment pour un très, pays de très cette intéressant. taille, oui, Exactement. effectivement. Quoi. Ouais. Donc, à long terme, franchement, l'Inde, ça reste une proposition d'investissement extrêmement intéressante. Quand même. On n'aura pas le temps de parler du Brésil, Bruno, mais c'est pas grave, j'en garde pour 2023, D'accord. quand on se reverra l'an prochain. Dans le Brésil, juste en un mot, mais vraiment, ça a été un très bon marché jusqu'à l'élection présidentielle. Et depuis l'élection de Lula, C'est plus il y compliqué. a un avant, un après. Quoi. Voilà, il y a un avant, un après, mais bon. Suite Restons optimistes. Ouais, suite au prochain épisode avec vous, on aura l'occasion de vous retrouver évidemment en 2023, Bruno, et on parlera du thème brésilien. Merci beaucoup. Merci. Bruno Vanier, président de Gemway Assets, qui était avec nous pour évoquer l'investissement dans les marchés émergents dans Smart Bourse sur Bismart. Identifiez, analysez, planifiez, tradez. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.